Chère Madame Larouche, chère présentatrice, chers amis, bonjour. D'abord, je voudrais féliciter l'Institut Schiller d'avoir organisé cette conférence. Je voudrais aussi remercier l'Institut Schiller d'avoir invité les représentants chinois. Le développement des BRICS dans le monde aujourd'hui attire de plus en plus l'attention, surtout après la crise économique. Je pense qu'on peut voir ça sur deux points. Premièrement, le rôle des BRICS sur le plan économique, social et politique est de plus en plus important. D'autre part, la relation du développement des BRICS avec les pays développés est de plus en plus faible. On peut voir ça avec le développement du Brésil, l'Inde, la Russie, même la Chine. C'est-à-dire que la relation entre les pays des BRICS et les pays développés est de plus en plus faible. C'est une question qui mérite la réflexion. Nous avons maintenant une grande chance, surtout sur le plan économique, le soutien financier. Nous avons une condition de plus en plus favorable. Par rapport à il y a quelques années, nous avons une capacité d'investissement de plus en plus forte. La Chine, en tant que pays en voie de développement, aussi un pays membre des BRICS, peut jouer un rôle très important pour pousser le développement des autres pays des BRICS. L'Inde, la Russie également. Leurs rôles sont de plus en plus importants pour le développement des BRICS. Le prochain sommet des BRICS à Ufa, en Russie, ce sera un moment crucial pour le développement. Surtout, nous attendons aussi des nouvelles mesures sur le plan économique, l'investissement, la culture, la coopération des jeunes. Personnellement, j'attends avec l'impatience le prochain sommet des BRICS. Aujourd'hui, le contenu de mon discours aujourd'hui principalement est sur la Chine, aussi sur le plan d'une ceinture, une route. C'est une idée nouvelle, c'est une pensée nouvelle. Ça, c'est le contenu principal de mon discours. Je vais parler de 3 points. Premièrement, pourquoi nous avons lancé ce projet d'une ceinture, d'une route? Après avoir lancé ce projet, le 26 mars de cette année, sur l'île de Hainan, à Boao, nos dirigeants chinois ont publié un dossier intitulé « Perspectives et actions d'une ceinture, une route ». Ce projet est non seulement une nouvelle pensée, une nouvelle idée, aussi c'est un programme réel, palpable. En plus, ce projet correspond absolument correspond à la situation actuelle. C'est bénéfique pour les pays riverains et pour le développement des pays qui sont sur ce projet. Au niveau international, ce projet a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup de pays ont donné l'importance pour ce projet. Certains médias et personnalités trouvent que c'est juste important pour le développement de la Chine au niveau social, économique. Certes, mais
Ils n'ont pas constaté que c'est super important aussi pour le monde, surtout pour le continent eurasiatique. Et pour certains, c'est une version chinoise de l'ancien plan Marshall. Je crois que c'est une opinion qui est fausse. Nous pouvons faire la comparaison avec le plan Marshall. En fait, c'est le résultat de la confrontation entre des blocs. Il a été avancé contre l'Union soviétique. Les bénéficiaires sont des États européens. Donc, les Américains se positionnent comme leaders dans ce plan, mais pour le plan de la ceinture économique, dans ce projet, la Chine ne se positionne pas comme un leader. Il se trouve sur un pied d'égalité avec les pays bénéficiaires. Pour faire bénéficier le résultat du développement économique depuis 30 ans de la Chine aux pays riverains. Donc, pour ce projet, une route, une ceinture, eh bien, ce plan a été proposé au profit du développement des pays riverains et non pas d'un point de vue seulement du développement chinois. Pourquoi la Chine a avancé ce concept? Il y a 3 raisons, essentiellement. La première, c'est en prenant en considération le niveau de développement de la Chine. C'est-à-dire qu'il facilitera l'équilibre entre l'Est et l'Ouest de la Chine, parce que l'Est de la Chine se développe plus rapidement, à un niveau très développé, et l'Ouest traîne en arrière. Donc, cette disparité de développement entre l'Est et l'Ouest de la Chine, par exemple, la province de Xinjiang, le GPT, le PIB par tête, est un niveau très bas, mais concernant la province de Canton et de Zhejiang, donc on a dépassé déjà 20 000 $ par tête. La moyenne nationale est de 6 800 $. Donc il y a un très grand écart entre l'Est et l'Ouest. Le niveau de vie est 23 fois plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest. Donc il y a une disparité très grande entre l'Est et l'Ouest de la Chine. Donc ce plan de ceinture et de route pour accélérer justement le développement de l'Ouest de la Chine, donc pour atteindre un développement équilibré de l'économie chinoise. La deuxième raison, c'est un équilibre de coopération avec les pays de l'Est et des pays de l'Ouest. C'est-à-dire que nous avons surtout l'Est, c'est la zone Asie-Pacifique, et à l'Ouest, c'est l'Europe. En 2015, avec la Corée, nous avons réalisé 290 milliards de volume de commerce. La Corée, c'est un pays très modeste, mais avec ce pays qu'est la Corée, nous avons atteint 290 milliards de $. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande ouverture entre les deux pays, il y a une zone franche qui ont été établies entre les deux pays, il y a une libre circulation de marchandises et de personnel entre les deux États, donc entre la Corée et la Chine. Donc cet accord de libre-échange constituera donc un guide pour le développement de ce projet de ceinture économique et de la route de la nouvelle soie. Donc là, avec la Corée, nous avons fait ceci, et avec les pays océans, c'est 480 milliards. Avec le Japon, c'est plus de 300 milliards. Alors maintenant, retournons vers l'Ouest. La différence est importante. La Russie est notre plus grand voisin à l'Ouest, notre partenaire stratégique.
Et en 2014, nous n'avons que 95 milliards de dollars. Avec l'Inde, c'est 60 000 dollars. Avec l'Europe de l'Est, c'est 40 milliards. C'est-à-dire l'addition de ces ensembles n'atteint même pas encore le niveau de commerce, d'échange que nous avons avec la Corée. Donc, il y a un très grand potentiel à développer avec les pays de l'Ouest. Donc, sur le deuxième plan, nous devons pousser notre coopération avec l'Ouest pour être en équilibre avec nos échanges avec l'Est. Et nous devons améliorer également les conditions de commerce avec l'Ouest. Troisième raison, c'est qu'à l'Est, l'Asie-Pacifique, par rapport à l'Ouest, à l'Europe, et entre ces deux grandes régions, on doit atteindre un équilibre. Entre les deux, il y a une bande très longue. C'est comme le poids avec lequel on fait des exercices. C'est-à-dire que deux gros poids à l'extrémité et à l'intérieur, il y a une couloir assez étroite. Et les pays riverains de cette couloir, ce sont surtout des pays assez sous-développés. Et la Chine, en se situant au milieu des deux, et je crois qu'avec l'effort conjoint de l'Europe, eh bien, nous pouvons entraîner tous ces pays riverains au milieu à se développer avec nous. Donc, non seulement c'est favorable pour la Chine, mais également pour l'ensemble de ces régions et voire pour le monde entier. Ce sera bénéfique. Un deuxième plan. Sur le deuxième plan. Et ce concept d'une ceinture et une route, quel effet il aura sur l'économie mondiale? Premièrement, je crois qu'il va favoriser le processus de globalisation. Durant les 10 dernières années, la globalisation a poussé à favoriser donc l'intégration au niveau mondial. Les pays émergents ont joué un rôle important et surtout les pays BRICS. Mais en même temps, nous avons vu, il y a quelques années, la crise financière qui ont pris sa naissance aux États-Unis ont mis en doute les pays en développement. Ils se posent la question, bien sûr, ils sont bénéficiaires de la globalisation, mais en même temps, cela leur a amené de nouveaux problèmes. Et ils sont aujourd'hui sceptiques vis-à-vis du processus de globalisation. Ils réfléchissent, ils pèsent les pour et contre du globalisation. Et il y a des opinions sceptiques et même voire opposées à ce processus. Et certains pays, aujourd'hui, affichent le protectionnisme. Et même dans les négociations multilatérales de l'OMC, n'avancent plus aussi vite qu'on ne l'espère. Et cette proposition de la Chine, de la ceinture et de la route sera favorisée. Favorable à la globalisation. Nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes. Nous avons l'intention, à travers ce projet, à réunir tous les pays. Ce projet, concrètement, concerne 60 pays. Et la coopération économique et commerciale entre ces pays injectera un nouveau dynamisme au processus de globalisation. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, il créera un nouveau pôle de croissance avec l'économie mondiale. Ce qui se voit surtout, c'est qu'à travers ce projet, on établit un lien entre le pôle économique asiatique et le pôle économique européen.
de ce point de vue, le potentiel est très important parce que ce potentiel est aujourd'hui encore entravé par des différentes raisons, par des raisons géopolitiques, historiques. Mais à travers ce projet, le continent eurasiatique, eh bien, on peut arriver à libérer le potentiel qui est encore sous... Et puis deuxièmement, il va aussi libérer des énergies positives de développement culturel, parce que dans cette zone, on constate des conflits religieux et ethniques, mais l'esprit d'inclusion que la Chine mène en avant, à travers les échanges et la coopération entre le peuple, nous pouvons... 这个提出"一带一路"这个理念的一个重要的出发点，就是要推动这个地区的和谐发展。 Nous pouvons favoriser donc un développement harmonieux entre les deux peuples. Ça ne concerne pas simplement un seul pays, c'est l'ensemble de ces pays riverains qui vont se développer avec la Chine. Si la Chine seule s'est développée, eh bien, ce sera contraire au principe de ce concept. Ce ne sera plus une solution gagnant-gagnante. Donc, les pays, les ethnies et les civilisations riveraines ont l'occasion de s'apprendre et de s'inspirer mutuellement et ne pas s'opposer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie positive de ce projet. Le quatrième effet et influence, c'est de favoriser la construction d'un monde plus en paix. Cette coopération économique créera des conditions plus favorables à une paix durable, parce que le développement économique n'est pas simplement la base d'une relation entre étatiques, parce que si l'économie d'un pays national ne se développe pas, eh bien, la stabilité économique sera remise en cause. Donc, notre concept, c'est à travers le développement économique et des échanges humains, pour arriver à une stabilité et à un développement global d'un pays. Et surtout pour l'Eurasie, eh bien, l'Eurasie connaîtra donc une situation plus stable. Un dernier point concernant ce concept. En quoi il est nouveau? Est-ce qu'il y a des projets de coopération concrets? Ça, c'est une question qui m'a été très souvent posée quand je participe à ce type de manifestation. Je crois que l'Europe est éloignée de la Chine. Les pays européens, bien sûr, ils accordent une grande importance, mais ils n'ont pas une compréhension et connaissance plus avancée qu'en Chine. Donc, comme j'ai un peu de temps, je voudrais vous présenter certains aspects concrets de ce projet. Premièrement, nous avons une vision, notre vision stratégique n'est plus d'un point de vue nationaliste ou national, mais nous avons une vision régionale, voire mondiale. C'est pour le développement régional et le développement mondial. Deuxième point, nous avons une nouvelle conception de notre rôle dans le monde, c'est-à-dire comment faire preuve
une intention amicale et pour que le résultat du développement chinois soit partagé par le monde et ne pas être monopolisé par la Chine. Ce n'est pas une initiative d'un seul pays qu'est la Chine, mais il s'agit d'un cœur entre les différents pays riverains de ce projet. Et dans la construction de ce projet, nous avons avancé une autre conception, c'est d'insister sur son caractère d'ouverture et d'égalité et de partage. Nous devons nous en tenir à ce principe, c'est-à-dire dans le traitement des relations avec les pays riverains, nous devons ensemble chercher le développement commun et le respect de la culture et la civilisation de tous les pays. Et dans le système politique, dans l'idéologie, ces pays sont très différents, mais nous devons avoir créé ensemble avec eux une culture de coopération et d'un développement commun. Un autre point, c'est que la Chine insiste sur sa responsabilité et son obligation vis-à-vis des affaires régionales. La Chine n'est pas là pour dominer ces relations. Ce projet ne sera pas exclusif, mais inclusif. Nous n'avons pas le droit de monopoliser ce projet, mais à travers ce projet, nous devons faire apparaître l'esprit de coopération. Et en dernier point, c'est que ce projet se situe dans un contexte international très favorable. Lors de sa visite en Russie pour célébrer le 60e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, le président Xi Jinping a signé des accords avec la Russie sur ce projet. C'est entre la Russie et la Chine, ces deux pays importants. Donc il y a une percée par la signature de ces accords dans la coopération dans ce projet. Donc ce projet d'une ceinture, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui l'Union économique eurasiatique. Ce projet est très conforme aux objectifs recherchés par notre projet d'une ceinture, une route, parce que ces deux projets ont l'un et l'autre pour l'objectif de développer l'économie des pays riverains. Donc il y a beaucoup de communs entre ces deux projets, mais il y a aussi des différences. C'est-à-dire que pour l'Union économique eurasiatique, c'est une organisation beaucoup plus institutionnalisée. Donc il y a des mesures très concrètes concernant les droits de douane et le commerce. Mais pour le projet d'une ceinture, une route, c'est une organisation beaucoup plus souple, sans des mesures, par exemple, sur les droits de douane, etc. Alors, dans ce contexte, comment mieux articuler entre les deux entités? Je crois que nous avons des solutions diverses. Il peut y avoir des projets communs entre les deux entités. Donc, dans la Russie, la Chine et l'Inde, si nous pouvons
renforcer la coopération, c'est-à-dire ces trois pays qui se situent dans ce projet pourront certainement renforcer donc l'effet de ce projet et certainement renforcer le rôle de l'ensemble des pays des BRICS. Donc d'abord, le développement de la Chine pourra entrer dans une nouvelle phase et même les relations sino-indiennes est entré dans une nouvelle phase avec la visite du Premier ministre indien Modi sur des projets concrets. Et on a pensé à mieux articuler aussi aux projets bilatéraux avec le grand projet Une ceinture et une route. Donc, le développement des relations entre nos trois pays jettera également une base de développement de ces trois projets. La coopération énergétique avec la Russie, par exemple, le gaz et le pétrole, à travers des gazoducs, pourront venir jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Cela crée donc nous sommes en train de discuter, par exemple, le gazoduc dans l'ouest de la Chine. Si on peut le prolonger jusqu'à l'Asie du Sud, eh bien, il y aura un intérêt économique commun plus fort entre les pays riverains. C'est la raison pour laquelle je pense que la coopération entre nos trois pays, la Russie, la Chine et l'Inde, a encore un potentiel très important à libérer. Je crois que la coopération entre ces trois pays sera un axe très important. Merci de votre attention.